C'est vraiment cette complémentarité des professionnels avec les médicaments qui fait la stabilité de la bipolarité. Je m'appelle Marine, j'ai 41 ans et j'ai des troubles de l'humeur que l'on appelle aujourd'hui des troubles bipolaires. Donc, la bipolarité est classée parmi les 10 pathologies les plus invalidantes par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une maladie qui touche 1 à 2,5% de la population et qui se déclare principalement quand on est adolescent ou jeune adulte. Les recherches s'intensifient autour de la bipolarité juvénile puisqu'on commence à remarquer que des enfants peuvent avoir des symptômes similaires à ceux de la bipolarité. Au niveau des symptômes, la bipolarité se traduit de la manière suivante. Donc c'est un changement d'humeur, des hauts et des bas. Donc les hauts, vous avez la manie et l'hypomanie. La manie pouvant aller jusqu'à des hallucinations, jusqu'à une déconnexion avec la réalité. Et ensuite, à l'inverse, vous avez donc les épisodes dépressifs ou les épisodes dépressifs majeurs. Tout est une histoire en fait dans la bipolarité de variabilité et d'intensité. Il existe plusieurs types de bipolarité. La bipolarité de type 1, où il faut au moins un épisode maniaque. Si vous êtes bipolaire de type 2, c'est que vous avez davantage d'hypomanie et de dépression. Et il y a également la cyclothymie, qui est mon diagnostic, où les changements d'humeur interviennent plus de 4 fois dans l'année. Ce qui est mon cas, puisque moi j'ai une cyclothymie à cycle rapide. C'est parfois très compliqué d'organiser ma journée, puisque je ne sais pas des fois dans quel état je vais me réveiller le lendemain. Il y a également les états mixtes, qui est une particularité des troubles bipolaires, où se superposent les états maniaque ou hypomaniaque avec les états dépressifs. Donc là c'est vraiment très éprouvant puisqu'il s'agit d'une grande incohérence intérieure, puisqu'on se retrouve à vouloir sans pouvoir ou à faire sans réellement vouloir. Et là c'est vrai que c'est une particularité du trouble qui est difficile et qui peut conduire à des passages à l'acte. C'est pour ça qu'il y a une vigilance très accrue autour des états mixtes. Pour ma part, comme je suis cyclothymique, j'ai prioritairement des phases d'hypomanie et des phases de dépression. Donc en hypomanie, je vais être dans une humeur assez exaltée. Je vais me sentir capable de faire plein de choses. Je peux avoir des insomnies à force de réfléchir à plein de choses. Je peux avoir aussi des troubles du comportement alimentaire. Puisque quand je suis en hypomanie, je peux manger de manière très équilibrée et donc assez rigide. Ça reste bon pour la santé, mais ça reste quand même quelque chose qui vient caractériser mes phases d'hypomanie. A l'inverse, en dépression, je suis plus fatiguée, j'ai beaucoup de mal à me mettre à faire les choses. Je n'ai pas de motivation, je ne me sens pas capable de faire les choses, je suis triste et moi c'est vrai que mes phases dépressives, elles se caractérisent beaucoup par des idées noires et des idées de passage à l'acte. Donc ça c'est très compliqué parce qu'il faut ne pas le faire, donc parfois c'est un peu un combat contre soi-même pour ne pas se laisser aller à des choses irréparables en fait, mais on apprend la maladie au fur et à mesure. Moi ça fait 20 ans que je suis malade et voilà, on apprend à se confronter à ces démons, même si parfois c'est très éprouvant. En 2001, j'ai été diagnostiquée dépressive après un épisode très compliqué en matière d'humeur. Je faisais énormément de crises d'angoisse au point de suffoquer. Ça n'allait pas du tout et comme c'est un épisode dépressif qui a duré très longtemps, mon médecin traitant à ce moment-là m'a diagnostiqué que dépressive et il m'a mise sous antidépresseur. Alors c'est vrai que pour moi ces sensations de tristesse n'étaient pas nouvelles puisque depuis toute petite j'ai toujours ressenti une différence avec les autres. Je prenais les choses très à cœur, j'étais une enfant très gentille, très droite.
Et donc suite à mon diagnostic, quelques années après, j'ai travaillé dans une association avec qui j'ai contribué à l'ouverture d'un centre d'accueil pour les personnes bipolaires. Et j'avais également comme mission de créer un support de sensibilisation pour les entreprises avec la présentation de la bipolarité. Je me suis rendu compte que les symptômes me correspondaient et j'ai fait des recherches. Je suis tombée sur le Centre des troubles anxieux et de l'humeur à Paris où il y a des questionnaires qui englobent tous les symptômes de la bipolarité. Donc je les ai remplis, j'ai envoyé ça à Paris et je suis montée à Paris rencontrer Elie Antouche qui est un des experts de la bipolarité en France. Et donc il m'a diagnostiqué cyclotimique. J'en avais déjà entendu parler parce que j'avais fait des études de psycho. Également parce que justement dans cette expérience professionnelle, je savais exactement ce qu'était la bipolarité. D'autant plus que le président de l'association dans laquelle je travaillais était lui-même bipolaire type 1. Et donc on travaillait tête à tête au quotidien, même si on avait une équipe autour de psychiatres et de docteurs en psychologie. J'avais un petit peu appris ce qu'étaient les symptômes de la bipolarité avec lui. J'ai été plutôt soulagée de me dire que tout ce que je vivais depuis toute petite avait une raison. Je n'ai pas du tout été surprise et du coup ça m'a permis de focaliser vraiment sur les troubles de l'humeur. Ça m'a permis de lire aussi beaucoup de livres sur les troubles de l'humeur pour pouvoir mieux comprendre. Ça m'a permis aussi de peut-être mieux contrer les symptômes difficiles que je pouvais vivre au quotidien. J'ai toujours été suivie par des psychologues, par donc Elie Antouche pendant un certain temps. J'ai également eu un traitement, j'ai été mise sous Dépakine et toujours mon antidépresseur. Donc j'ai toute une équipe autour de moi, mais qu'il m'a fallu des années pour pouvoir la stabiliser. Et du coup j'ai une même psychiatre enfin depuis 5 ans, une même psychologue enfin depuis 5 ans et une même médecin traitant enfin depuis 10 ans. 3 femmes qui sont vraiment extraordinaires, qui sont des piliers, qui ont été des piliers pour ma grossesse. Elles ont tout fait pour que je sois le plus accompagnée possible au niveau de l'hôpital. Il y a juste eu un petit changement au moment où on a appris que j'étais enceinte, c'est que j'ai dû changer de traitement puisque la Dépakine est tératogène, c'est-à-dire qu'elle est mauvaise pour le fœtus. Et donc à aujourd'hui, je suis toujours sous lithium avec toujours mon antidépresseur. C'est vraiment cette complémentarité des professionnels avec les médicaments qui fait la stabilité de la bipolarité. On se sent plus en sécurité, mieux accompagné et enfin soutenu en fait dans ce qu'on traverse. J'ai toujours eu du coup des connaissances sur la bipolarité parce que je me suis beaucoup documentée, mais également parce que j'ai un diplôme universitaire sur le handicap psychique et parce que j'ai également travaillé plusieurs années en tant que responsable de service éducatif dans le handicap psychique et que j'ai dernièrement encore une fois contribué à l'ouverture d'un dispositif qui accueille des jeunes qui ont des troubles bipolaires. Et j'ai appris tout ce qui était les symptômes, toutes les caractéristiques de la bipolarité. J'ai mon conjoint qui est vraiment d'une grande aide au quotidien, qui aujourd'hui me comprend très bien. Et j'ai mes amis aussi qui m'entourent, certains à qui j'ai confié ma bipolarité et qui n'ont jamais changé de comportement à mon égard, qui sont toujours là. Et puis dernièrement, les réseaux sociaux. En octobre dernier, j'ai vraiment décidé d'ouvrir mon compte pour sensibiliser justement les personnes à la bipolarité
Et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une communauté de soutien, une communauté avec des personnes vraiment bienveillantes. Ça a été une très belle surprise pour moi et je peux dire aujourd'hui qu'il y a effectivement des liens qui se créent sur les réseaux et ce sont des liens qui font beaucoup de bien. La psychoéducation et l'éducation thérapeutique du patient ont cette seule différence que l'éducation thérapeutique du patient est validée par l'ARS. C'est la validation par l'ARS qui permet à tout établissement d'avoir la dénomination d'éducation thérapeutique du patient. Les deux proposent la même chose, c'est-à-dire des ateliers qui permettent aux personnes qui en bénéficient de mieux connaître la pathologie, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers par exemple sur la maladie en tant que telle, des ateliers sur les symptômes qu'il faut apprendre à reconnaître pour mieux les prévenir, des ateliers aussi sur l'hygiène de vie. C'est vrai que ce sont des dispositifs qui existent aujourd'hui en France. Il y a des centres experts de l'association fondamentale. Il y a également d'autres dispositifs qui peuvent exister. Entre parenthèses, il y a aussi l'UNAFAM, mais qui est une association qui agit avant toute chose pour les familles, qui ne propose pas de psychoéducation. Et toutes ces entités permettent justement aux personnes qui ont des troubles bipolaires de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Et c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui on sait qu'on ne guérit pas de la bipolarité, mais on peut accéder à une certaine stabilisation et à une meilleure qualité de vie, notamment en bénéficiant d'un suivi psychologique, en participant à des ateliers psychoéducatifs et en ayant une observance médicamenteuse. C'est vraiment ces trois points-là qui sont fondamentaux et qui permettent vraiment une forme de rétablissement. Concernant le diagnostic, certains le décrivent beaucoup et le trouvent très stigmatisant. J'aurais tendance à dire que oui, malheureusement, c'est une étiquette. Mais il ne faut pas oublier que pour tout diagnostic ou pour tout dans la vie, il faut toujours une base théorique. Ce sont des bases théoriques avec une déclinaison de symptômes et ça permet de définir ce que les uns ou les autres ont comme trouble. Et je trouve que ce qui est surtout important, c'est de savoir que au-delà de ce diagnostic, vous serez toujours écouté par un professionnel parce que de toute façon, vos troubles sont très individuels, c'est-à-dire que l'intensité de vos troubles, la fréquence de vos troubles, également de vos symptômes, c'est vraiment quelque chose qui est vécu uniquement par vous et c'est ça qui fera la réelle différence par rapport à un diagnostic collectif. Donc il ne faut pas avoir peur du diagnostic. Ça n'est qu'une base de travail finalement, ça n'est qu'une base pour le suivi, ça n'est qu'une base pour la médication et ça vous permettra en tout cas de vous stabiliser et c'est quand même relativement important. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est par rapport au monde du travail. Je trouve qu'aujourd'hui la RQTH est encore trop discriminante et d'autres comme moi en fait avons peur de postuler à des emplois en montrant notre RQTH par peur d'être refusé sur le poste. Et je ne trouve pas ça normal, sachant que nous sommes de très bons professionnels qui, ni plus ni moins, pouvons être malades à certains moments. Avec de bons aménagements de poste, il y a fort à parier en fait qu'on ne soit que très peu arrêté. Voilà, c'était quelque chose que je voulais partager et dire aussi que il faut savoir que comme tout n'est pas noir avec la bipolarité, dans le monde du travail, avec l'hypomanie, nos phases hypomaniaques, on a aussi cette particularité de travailler très vite et très bien. Et c'est aussi quelque chose qui est important à connaître parce que c'est quelque chose qui nous caractérise vraiment pleinement. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que tout ce que j'ai pu vous partager vous permettra de mieux comprendre la bipolarité, la vôtre, celle de vos proches, celle d'une connaissance et que j'aurai réussi
à déstigmatiser un petit peu, encore une fois, ce handicap psychique.